Je suis une ancienne timide, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup mes propres émotions, etc. Et le moment où j'ai commencé à faire davantage attention aux autres, davantage attention à ce que je pouvais avoir comme impact sur les autres, c'est là où j'ai commencé à faire des choses en fait. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc c'est la première interview de cette nouvelle année 2021 et j'ai la chance d'accueillir à mes côtés Grace. Donc merci Grace d'être avec moi. Merci à toi de m'avoir proposé de cette interview. Bien sûr, c'est normal. Surtout que ton parcours est ultra inspirant. Donc avant qu'on se mette dans cette interview, Grace, j'aimerais bien un peu te présenter à notre audience qui ne te connaît pas. Tu es la cofondatrice de l'application Outmind. Donc Outmind, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un moteur de recherche intelligent qui permet aux collaborateurs de gagner jusqu'à 4 heures par semaine. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Vous allez découvrir le parcours de Grace. Elle va vous donner également des conseils pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et on va parler un petit peu des challenges qu'elle a eu. Donc c'est parti, let's go! Merci Grace encore une fois d'être avec moi aujourd'hui. Donc avant de démarrer cet épisode, écoute, je suis allée un peu fouiller ton LinkedIn. Ouais. Et du coup, j'ai vu une citation qui m'a paru intéressante. Donc je la cite. When you get shy, you're simply thinking of yourself. Stop it. Step out of yourself. Donc je voulais savoir pourquoi tu avais mis ça. Est-ce que c'était par rapport à ton expérience personnelle ou non? Alors c'est une citation de Coach Jury que j'aime beaucoup parce qu'elle amène à sortir hors de sa zone de confort. Vraiment, moi c'est un truc qui m'a beaucoup marqué aussi progressivement parce que je suis une ancienne timide. Je suis quelqu'un qui ressent beaucoup mes propres émotions, etc. Et le moment où j'ai commencé à faire davantage attention aux autres, davantage attention à ce que je pouvais avoir comme impact sur les autres, c'est là où j'ai commencé à faire des choses en fait. Et c'est quelque chose qui du coup, je trouve est très vrai. C'est le moment où tu commences à t'intéresser à autrui, à l'extérieur, que tu peux vraiment démarrer des actions et construire, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, justement, l'entrepreneuriat, c'est un peu ta construction également. Je sais qu'avant de lancer Outmind, tu avais lancé une entreprise. Oui. Alors déjà, peut-être avant de parler de l'entreprise que tu avais lancée, pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi cette voie? Et si tu peux effectivement nous parler de ta première expérience en tant que chef d'entreprise. Oui, bien sûr. En fait, la volonté d'entreprendre, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai conscientisé, dans le sens où je dis souvent que je suis un peu tombée dans la marmite assez tôt. C'est-à-dire, déjà, j'ai eu un père entrepreneur, ça m'a donné un peu le goût de cette liberté-là, de le voir avoir ses horaires, ses clients, etc., de réussir à gérer ça et d'être assez heureux comme ça. Et de l'autre côté, j'ai croisé la route d'un certain Pierre Leroux qui avait, à l'époque, c'était en 2014, l'idée de lancer un outil d'aide à l'usage d'outils internes pour les collaborateurs. C'est beaucoup de mots outils dedans, mais très simplement, c'est des guides pas à pas qui forment le collaborateur à son Microsoft, à son Salesforce, etc. Voilà. Et j'ai eu envie de l'aider. On a démarré à deux. À l'époque, j'avais 19 ans et j'étais en licence. Lui sortait de ses études tout pile. Il avait fait des stages avant aussi. Et en fait, on a réussi en autofinancement à créer quelque chose de pérenne avec des clients grands comptes, type Air Liquide, SAP, etc. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de découvrir aussi l'environnement enterprise software. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est assez important. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans un certain environnement, on ne peut pas découvrir les problèmes associés. C'est ce qui m'a permis en fait de découvrir le problème aussi pour Outmind, c'est-à-dire que je voyais nos clients qui poussaient régulièrement de nouveaux outils pour leurs collaborateurs. Donc encore une fois, du SAP, du Microsoft, le CRM, etc. La liste est assez longue et c'est en moyenne une dizaine d'outils par collaborateur d'après l'étude Okta 2020. Et ce qu'on essaye de faire justement maintenant avec Outmind pour eux, c'est de leur centraliser l'accès à l'information qui elle-même est dispersée dans ces outils. Alors justement, en parlant d'Outmind, donc tu as quitté l'entreprise en question, donc qui existe toujours. Tout à fait. D'ailleurs, donc qui existe toujours. Si tu devais juste nous dire quelques leçons que tu as tirées de cette première expérience entrepreneuriale qui justement t'aide actuellement dans ta deuxième, quoi. Oui, tout à fait. L'un des éléments clés, je pense, c'est le fait que j'ai été très très jeune à ce moment-là. On parlait un petit peu en off aussi, mais typiquement, j'avais à manager, entre gros guillemets, des personnes qui avaient le double de mon âge, j'en avais 20, voilà. Et ça m'a appris à avoir déjà beaucoup d'humilité vis-à-vis de ces personnes-là parce que tu essayes de leur apprendre, de leur transmettre le peu que tu sais sur ton sujet spécifique, mais eux arrivent avec une expérience aussi très forte. Donc il faut arriver à mettre le curseur au bon endroit. Et ça m'a beaucoup appris humainement, en fait, aussi, c'est-à-dire que ça m'a appris presque à me libérer
éclairé vis-à-vis de certaines postures qu'on peut avoir en entreprise. Donc ça m'a beaucoup aidé sur cette partie-là. Il y a la partie concrète, le day-to-day, les finances, le fait de devoir payer les salaires de tout le monde à la fin du mois lorsque tu es autofinancé, et donc de s'assurer que les rentrées du début de mois sont bien là, parce que sinon tu payes même pas tes locaux. Enfin voilà, c'est des choses qui sont marquantes. Tu as géré aussi cette pression-là, mine de rien. Ouais. Je me souviens d'une période où je regardais BP tous les jours. Et c'est très bien de ne pas avoir le faire. Mais oui, et le dernier point très fort, je pense, c'est la gestion du temps. La gestion du temps. Ouais, c'est-à-dire se rendre compte que tu peux avoir une gestion de plus en plus efficace en fonction de la façon dont tu attribues les tâches, dont tu les gères, ce que tu considères comme prioritaire ou pas. Et ça s'apprend pas vraiment, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous présenter davantage la solution aujourd'hui à Outmind et où est-ce que tu en es? Donc là, ça fait 1 an que tu as... 1 an et demi, oui. Voilà. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as des premiers clients? Voilà. Quels sont un peu les retours utilisateurs? Oui, complètement. Alors du coup, ça fait 1 an et demi. On est 12 aujourd'hui. Super. On a commencé avec mon associé Arthur à l'accélérateur de Polytechnique. C'était en avril 2019, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, le temps passe vite. Ce que fait Outmind concrètement, c'est être une sorte de Google interne pour l'utilisateur. C'est le flécher vers le quoi, donc les fichiers, les mails, la case dans le CRM, l'outil de gestion de projet, la liste est assez longue, et le qui. Donc savoir à qui s'adresser en interne dès qu'on a une question à poser. Ce qui est intéressant ici, c'est que souvent on a un problème de silo d'information, donc les éléments sont plus ou moins partagés entre les équipes, on n'ose pas forcément demander, etc. Et on ne sait pas à qui demander. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de dire tu as contribué sur un sujet, donc on sait que potentiellement tu peux aider l'utilisateur en question, et on va flécher ainsi l'information. Tu as combien de clients actuellement? Ouais, on a une vingtaine de clients sur des sujets conseil, industrie, et on a un peu de finance, assurance aussi. Donc ça me permet un peu d'embrayer sur justement le fait que vous avez apporté une vraie solution à un problème. Souvent le questionnement des entrepreneurs, c'est comment est-ce que je peux trouver une idée? Toi finalement, quel est le conseil que tu donnes par rapport à ça quand on dit je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux lancer, comment je trouve cette idée? C'est de se jeter dans le bain de l'univers qui nous intéresse, c'est-à-dire s'il y a un métier, un secteur qui nous intéresse beaucoup, essayer de creuser vraiment ce qui se passe, discuter avec des personnes qui font ces métiers-là, se rendre compte un peu de l'intérieur, ce qui se passe, et c'est ce qui va permettre de déceler des problèmes. Il y a beaucoup de méthodologies d'idéation, etc. C'est bien de les appliquer. Le fait de le faire à l'envers est rarement une bonne idée. C'est-à-dire, si j'apporte mon idée, je fais mon produit et ensuite je le présente à mes utilisateurs, dans beaucoup de cas, on se retrouve avec des gens qui vont nous dire en fait, ouais, mais non, moi je ne vais pas l'utiliser comme ça, c'est pas comme ça que je le voyais. Donc si tu t'es pas rendu compte en amont de quels étaient les vrais besoins, tu vas rarement trouver les bonnes solutions. Ou alors c'est que tu as réussi à bien te mettre dans la peau de la personne sans même la rencontrer, ça peut exister. Mais voilà, je conseillerais vraiment de se mettre dans le bain, d'aller rencontrer un maximum de personnes qui peuvent être concernées par le problème en question. Super. Alors on n'est pas revenu trop sur ton parcours, Grace. Alors toi, je sais que du coup, tu n'as pas un parcours totalement tech, du coup, justement. Vrai. Mais tu as fait le wagon. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le wagon, c'est une école où on peut apprendre le code, c'est bien ça? C'est ça, c'est une formation intensive au code. Voilà, et je sais que tu as fait le wagon. Alors pourquoi est-ce que tu as voulu apprendre à développer? Donc déjà ça. Encore une fois, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes dans la tech. Tu fais partie des femmes dans la tech. Qu'est-ce que finalement tu penses un petit peu du rôle pour les femmes dans ce secteur-là? Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver éventuellement ta place? Ou d'ailleurs. Ouais, je voulais pas forcément devenir développeuse et je pense que je ne le suis toujours pas. C'est pas en 3 mois de bootcamp que on peut le devenir. Voilà, j'ai des bonnes notions. On peut devenir développeur en sortant du wagon si on continue en fait, tout simplement. C'est une question de pratique. D'ailleurs, j'ai plusieurs personnes qui camarades de classe qui continuent et c'est génial. Moi, je voulais surtout découvrir la logique derrière le code pour pouvoir comprendre derrière et accompagner les équipes techniques dont je savais que j'aurais besoin. Typiquement, je savais en commençant le wagon que je n'allais pas développer l'outil que j'avais en tête. Je l'avais en tête depuis 2 ans quasiment. Wow. Donc en fait, je voyais bien quels étaient les technos nécessaires et je voyais aussi que ce n'est pas forcément ce qu'on allait apprendre en si peu de temps. En revanche, j'avais besoin de pouvoir, tu vois, aujourd'hui on est 8 dans l'équipe technique, de comprendre pourquoi on met les choses en place, d'essayer aussi lorsque je pousse des améliorations fonctionnelles, ne pas sortir des choses qui vont être délirantes vis-à-vis derrière ce que ça va demander de créer, de faire sur le back-office, etc. Donc c'est des notions qui m'ont beaucoup aidé et qui continuent de m'aider tous les jours. Et tu penses qu'on devrait tous, nous en tant qu'entrepreneurs, en tout cas pour ceux qui ont une partie plus commerciale, marketing, avoir quelques notions de développement web?
Si le produit que l'on crée est très technique, c'est intéressant. Ouais, effectivement, ça dépend de dans quel Ouais, c'est ça. C'est extrêmement intéressant si vous avez une grosse équipe technique ou qui va le devenir potentiellement parce que le produit le demande. De ne pas être complètement à côté, pouvoir du coup avoir quand même un minimum de connaissances sur le sujet. Mais avec un peu de curiosité, je pense qu'on peut y arriver. Donc voilà, il ne s'agit pas forcément de faire une grosse formation. Voilà. Ok. Et du coup, ta vision de la femme dans la tech, c'est quoi actuellement pour toi? Est-ce que tu en vois beaucoup? Est-ce que voilà. J'en vois pas tant que ça. Déjà, si on regarde un peu autour de nous à Station F, c'est assez particulier parce que c'est une sorte de petit cocon pour entrepreneurs. Ça apporte de la visibilité aussi. On a été dans le Future 40, donc le top 40 des startups les plus prometteuses de Station F, donc ça nous donne un petit coup de pouce aussi. Ici, le programme apporte en fait un certain boost pour des femmes entrepreneurs. Typiquement, donc Roxane Varza, la directrice, avait annoncé cette année que le Batch Founders avait recruté 45% de femmes dans sa promotion, ce qui est bien plus fort que l'année précédente. On était à 10-20% l'année d'avant, donc il y a un vrai effort qui est fait. Après, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça devient, est-ce qu'on amène derrière, c'est-à-dire est-ce que c'est des boîtes qui vont réussir, grandir, devenir des réussites en fait françaises, européennes, mondiales, et ça, c'est une question d'écosystème, c'est-à-dire l'investissement. Aujourd'hui, c'est un monde qui reste très masculin. Les partenaires, surtout, sont très masculins. Ensuite, côté client, quand on vend une solution technique comme la nôtre, par exemple, on est amené à rencontrer des DSI, donc des directeurs des systèmes d'information, qui sont à une grande majorité masculins aussi. Et donc, on reste dans un monde très masculin. Donc, ça peut constituer une barrière. Je ne pense pas que ce soit systématiquement une barrière, mais c'est en tout cas parfois difficile d'être considéré à sa juste valeur, de bien voir la compétence derrière le fait que, ok, tu es une femme, donc c'est bien, on va te mettre en avant. Mais ça ne suffit pas. Et en fait, typiquement, je pense qu'on aura résolu le problème le jour où on arrêtera de dire, par exemple, on a nominé une femme PDG du CAC 40 parce que ça ne nous intéresse pas de savoir, par exemple, qu'un homme a été nommé. Donc le jour où on arrêtera de faire ça, je pense qu'on aura enfin réussi à mettre d'abord l'accent sur la compétence et ensuite éventuellement sur d'autres critères avec son secondaire. Autre question à Grace qu'on se pose un petit peu justement, alors vu que tu as eu une expérience entrepreneuriale avant, quelles sont selon toi les 3 étapes cruciales à la création d'entreprise? Alors est-ce que c'est universel? Je ne sais pas. D'abord le problème, s'assurer qu'on a une solution sur un problème réel. Le début d'équipe, on peut se lancer seul. Personnellement, j'ai commencé à explorer seul, puis j'ai rencontré mon associé. C'est une étape qui est quand même extrêmement importante. Je savais que je voulais m'associer dans mon cas. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qu'il faut quand même pousser ou tu penses qu'on peut y arriver aussi seul jusqu'à un certain stade? On peut y arriver seul, à condition d'être bien entouré. On n'a pas forcément besoin d'un associé pour s'entourer. En fait. Le point, c'est qu'on peut avoir des personnes qui vont nous accompagner, parfois des premiers collaborateurs qui peuvent commencer en freelance. Donc il y a plein de modalités possibles. L'association, l'intérêt, c'est qu'il y a un partage beaucoup plus important de la responsabilité. Il y a un partage aussi sur la vision qu'on porte, etc. Et dans mon cas, je savais que j'avais besoin d'un cofondateur technique solide et de également partager tout simplement la vision. C'est des choses qui étaient importantes pour moi. Partager l'aventure, en fait, globalement. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit obligatoire. Et peut-être un troisième point important, je dirais que c'est d'aller très vite chercher ses premiers clients. De ne pas forcément attendre. Si le produit n'est pas parfait, c'est pas grave. Il faut se concentrer sur quelques fonctionnalités clés qui résolvent une partie du problème et aller tout de suite essayer de le mettre dans la main des utilisateurs, peu importe si c'est payant. Peu importe dans l'immédiat, finalement, est-ce que vous cochez 100% des demandes, mais en tout cas de vous assurer que déjà vous répondez un peu aux besoins et que vous allez pouvoir itérer avec ces personnes-là. Ça reste les meilleures personnes à écouter en fait quand on crée un produit. Alors on n'a pas trop parlé du côté challenge, donc avant de terminer et de passer un peu au quiz justement, je voudrais juste revenir parce qu'en fait l'entrepreneuriat, comme on dit, souvent c'est mes stocks, les personnes qu'on interviewe, c'est difficile, on ne se le cache pas, c'est beaucoup de travail comme tu l'as dit. Alors petite anecdote, j'ai vu l'emploi du temps de Grace, il est complètement booké, donc j'imagine que tu n'as pas énormément de temps pour toi non plus, alors ça on pourra en reparler, mais finalement si tu devais me dire 3 challenges de ton quotidien. Ça dépend des phases, il y a des éléments plus ou moins chronophages et qui demandent de la réflexion en fonction des moments. Moi, je sais que par exemple, la levée de fonds qu'on a réalisée il y a quelques mois, évidemment, c'était un challenge en plein Covid, etc. Le fait de recruter les bonnes personnes, encore aujourd'hui, on a évidemment beaucoup d'attention qui est portée au fait, on est passé de 4 à 12 en même pas 6 mois. Donc il y a vraiment une attention qui est portée à la façon dont on va onboarder ces personnes, les écouter, faire en sorte qu'elles trouvent leur place opérationnellement, etc. Donc ça, c'est un vrai challenge pour moi au quotidien. C'est vraiment l'essentiel.
Est-ce que tu arrives quand même à trouver du temps pour toi? Alors, oui, le week-end. Bon, le dimanche après-midi, ça dépend. C'est pour la semaine qui arrive. Je fais attention à avoir au moins un jour sur le week-end. Parfait. Donc, on va passer au Melstock Challenge. Avant ça, Grace, est-ce qu'éventuellement tu veux nous partager donc comment est-ce qu'on peut éventuellement te contacter ou même en découvrir plus sur Outmind? Oui. Je sais que vous avez votre site internet. Oui, outmind.ai, absolument. Voilà. Et éventuellement, si vous voulez contacter Grace, ton LinkedIn. Tout à fait. LinkedIn, c'est le meilleur, je pense, point d'accès. Je réponds assez vite. On enchaîne sur le Melstock Challenge. Let's go. Parle-nous un peu de ton passe-temps, voilà. Est-ce que tu as un passe-temps favori, une activité que tu fais peut-être depuis très très longtemps, voilà, que tu veux nous partager? Alors, depuis très longtemps, alors j'essaie de chanter. Ah, ok. je faisais de la chorale il y a peu, tant qu'il n'y avait pas encore le Covid. Ça, je l'ai fait il y a quelques années déjà avant. Et ouais, alors là en ce moment c'est compliqué parce qu'il y avait des sessions en visio, etc. Disons qu'on perd l'aspect collectif du chant choral, donc c'est moins bien. Et sinon, je cours pas mal. J'essaie systématiquement de courir le week-end. Ouais, ça me défoule, ça permet de... Et puis juste de respirer, j'adore. On parle beaucoup de Miracle Morning, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que tu t'imposes une petite routine du matin ou du soir? Honnêtement, je mentirais si je disais que j'avais une magnifique routine. Non. Non, en fait, c'est vraiment simple et efficace. Hein. Non, je pense pas que j'ai des choses particulières là-dessus. Est-ce que tu es plutôt lève tôt ou lève tard? Middle, on va dire. Middle, okay. Je suis là quasiment tous les jours le matin, vers 9h30, donc il n'y a pas de... Voilà. Une dernière chose, est-ce que tu as éventuellement un bouquin, un livre qui t'a marqué? Alors ça peut être tout récemment ou même au cours de ta vie que tu voudrais nous partager? Une lecture récente qui m'a un petit peu interpellée dernièrement sur la culture d'entreprise. C'est un livre qui s'appelle Culture Code, donc j'ai oublié l'auteur, ça tombe bien, qui mentionne un certain nombre d'éléments qui expliquent le fait que des équipes soient bien liées, qu'elles collaborent efficacement. Et l'un de ces points, par exemple, concernait le remote work. En ce moment, c'est pas mal d'actualité. Et l'un des points qui était mentionné, c'est des études qui sont faites, mais que vraiment la distance entre les personnes, potentiellement, plus tu as de distance, plus tu réduis les interconnexions quotidiennes, parfois qui n'ont pas beaucoup, qui sont un peu, j'allais dire meaningless, mais c'est-à-dire qui sont un peu au quotidien. Tu vas rapidement parler d'un client, d'un sujet rapide, sans forcément faire un point sur le sujet. Mais en fait, ça, tu le perds en télétravail, sauf si tu arrives vraiment à mettre en place des choses type un chat tout le temps, etc. Mais ça c'est un peu invasif, donc c'est difficile. Donc tu es pour ou contre le télétravail? Je pense qu'il faut qu'il soit mesuré. Et justement, ce type de lecture, moi, ça m'a amené à réfléchir parce que on l'a vu dans l'équipe, on arrive très bien à travailler en télétravail sur une courte période, mais sur la durée, avec les nouveaux onboarding, etc., on se rend compte que c'est pas exactement la même efficacité. Merci beaucoup en tout cas Grace d'être venue sur Melstock. J'espère que du coup le parcours de Grace et les conseils qu'elle a pu vous donner vont vous aider pour développer votre entreprise. Encore une fois, si vous voulez contacter Grace, on vous mettra son LinkedIn. Et si vous voulez en savoir plus sur Outmind, on mettra également les liens vers le site internet. Donc merci à tous et moi je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Melstock. Yes, thanks. Très bien. Bon super. On se fait un petit chin. Allez. Je vais te faire un chin de la fin comme ça on peut le rajouter.